jamais été aussi déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Yeah, the old gods aren't dead. And what of the true god? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. It's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's HubSpot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour chers auditeurs et bonjour Francis. Bonjour Jim. Bienvenue tous et toutes à cette encore nouvelle, car on se récupère à tous les semaines, émission du 7e Antiquaire, une émission qui porte comme mission de faire 1 heure sur un film qui date de plus que 20 ans. On fait des rétrospectives, on discute un peu de qu'est-ce qui se passe pour mettre nos nouveaux auditeurs à jour. D'ailleurs, on doit faire un erratum en passant Jean-Michel. Ah oui? Oui, que notre sensei, notre mentor me fait remarquer. La semaine dernière, on parlait du film Keoma du réalisateur Enzo G. Castellari, non pas Casterali. Ouais. C'est une erreur mineure, mais elle est à noter. Si jamais vous cherchez le film en quelque part et que vous arrivez au comptoir et vous demandez Castellari, il n'existe pas cet homme. Exactement, et ton commis de vidéo va te regarder bizarrement. Exactement. À cause d'une lettre. Merci beaucoup, Grégory. Donc, merci beaucoup à toi aussi, Jim, parce que le film dont on va parler aujourd'hui, c'est toi qui m'as acheté la copie extrêmement onéreuse en DVD que j'ai eu en cadeau il y a une couple d'années de ta part. On parle de The Night Porter, le film de Liliana Cavani, et j'aurais jamais eu ce DVD-là si tu me l'avais pas offert. J'apprécie, je l'ai usé à la corde. Non, je suis sûr qu'il y aurait eu un moment où il aurait croisé ton chemin d'une manière quelconque. C'est un de mes films préférés, en l'occurrence. Merci beaucoup de vouloir faire l'émission là-dessus avec moi, Jean-Michel. Avec raison, en fait, je vais tout de suite partir sur Night Porter avec peut-être un avertissement. Moi, je ne l'avais pas vu. En fait, l'intention de te l'acheter était que tu puisses en profiter pleinement, mais en même temps était évidemment que je puisse te l'emprunter et l'écouter. C'est une première fois? Oui. Mon Dieu, ta cerise a dû péter des 4 sens, ça n'a aucun sens. Et c'est exactement par rapport à ça que j'aimerais juste aviser nos auditeurs. Il va falloir... vous équiper avant de voir le film. Oui, ouais. Et en même temps, garder un esprit excessivement ouvert par rapport à ce qui sera dit. Parce que le film, pour moi, est chargé de symbolique et de thèmes très lourds et subversifs. Et il y a des choses qu'on va avoir à dire durant l'émission. Moi, m'étant préparé par rapport à ça, c'est pas mes opinions ni ceux de Francis. On va probablement avoir à dire des choses très méchantes qui sont reflétées dans le film, mais qui ne sont pas nos opinions personnelles. Quoique, nous le spécifierons quand ce sera le cas. Mais effectivement, ce n'est pas un film très gentil. Et quand on parlera du film, ce ne sera pas nos convictions personnelles. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Michel. En fait, on avise beaucoup quand on parle du film que c'est une des pièces les plus controversées du cinéma. Encore aujourd'hui, je pense que le film, particulièrement avec le débat stérile qui est en train de pourrir nos ondes au Québec ces derniers temps. Je pense que le film est encore plus controversé que jamais. Justement, les consciences sont facilement égratignables ces derniers temps. Donc, on s'excuse à la base si on a vexé quelqu'un. C'est même pas le point de vue de la réalisatrice Lilia Cavani. Le film ne se prononce pas politiquement et ne se prononce pas éthiquement. Il montre une histoire. Exactement. Et avec cette histoire-là, on peut, en analysant le film, arriver à des conclusions présentes dans le film qui sont désagréables et qui sont très, très, très difficiles à prendre. C'est pour ça qu'en 74, quand Liliana Cavani a fait le film a été considéré comme un brûlot qui n'avait que comme tentative que de choquer son auditoire et de le vexer, d'aller dans des zones de provocation évidentes et faciles. Il est clair en réécoutant le film actuellement, ces dernières années, que c'est pas le cas. Le film est extrêmement profond. Ah oui. Mais c'est pas parce qu'il est profond qu'il n'est pas malsain. Il y a quelque chose de définitivement terriblement malsain dans ce film-là, mais ça fait partie de ses grandes forces aussi. Donc c'est ça, on va parler de ce film de 1974, The Night Porter, le portier de nuit, ou la version originale italienne, le titre. La version originale est en anglais. Est en anglais, le titre original. Mais le titre original est en italien. Exactement. Il portiere di notte.
Exactement. C'est un film avec, c'est pas compliqué, quand le générique du film ouvre, c'est avec, dans le générique, il y a 2 noms. Ouais. Le nom des 2 comédien principal, masculin et féminin. Charlotte Rampling, c'est le film, en quelque part, qui a déclenché la carrière internationale française, allemande, italienne, américaine de cette immense comédienne-là. Et, le personnage masculin, Max, est interprété par Dirk Bogarde. Dirk Bogarde. Encore. Est-ce qu'on est obligé de le présenter? On peut le faire vite, à la limite. Dirk Bogarde, c'est l'acteur que plusieurs ont appelé le Rock Hudson, le Rock Hudson anglais. My God. C'est corrélation facile juste parce que le personnage était le réalisateur était homosexuel, c'est-à-dire l'acteur. Quoi qu'il l'a jamais confirmé, même dans ses 2 autobiographies, il n'a jamais dit qu'il a vécu pendant près de 50 ans avec son manager. Mais, on parle de Dirk Bogarde ou on parle Dirk Bogarde. OK, oui, OK. Le problème avec, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que Dirk Bogarde a joué des rôles extrêmement riches, extrêmement complexes à mener. Des rôles aussi qui sont très près de ses expériences personnelles, et ces expériences personnelles-là ne furent pas plaisantes. Il a joué souvent à l'écran des personnages déviants, des personnages qui souffrent de conflits intérieurs immenses, des homosexuels refoulés, des pédophiles refoulés aussi. Il a interprété à quelques reprises, bien qu'il ait participé, soit dit en passant, avant que j'arrive là, il a participé à la guerre, il a vu la libération des Juifs dans Auschwitz, entre autres, quand les Alliés les ont libérés. Il était là, il a vu les Juifs décharnés sortir des camps de concentration. C'est une mémoire qu'il a conservée dans son cœur, dans son esprit, gravé toute sa vie. Ça hante des choses comme ça, évidemment. Il a abandonné. Quand Dirk Bogarde a vu cette scène-là, il a abandonné à propos de ses semblables. Il n'a jamais eu aucune forme d'humanisme en lui, et ça confère au personnage qu'il joue, particulièrement le rôle qu'il joue dans Night Porter, une puissance inouïe. En fait, mettre Charlotte Rampling et Dirk Bogarde dans The Night Porter, c'était une idée brillante parce que ça avait déjà été fait quelques années avant, si vous me permettez de vérifier l'année dans mes notes, parce que je ne sais pas par cœur. Ça a été fait en 69 dans le film de Visconti, The Damned, de Götterdämmerung, Les Damnés. Dirk Bogarde et Charlotte Rampling, ils jouaient tous les deux déjà un peu des rôles un peu similaires qui les préparait à jouer dans The Night Porter. D'emblée, que le rôle le plus connu de Dirk Bogarde, le plus inoubliable, c'est dans un autre film de Visconti, vous savez sans doute de quoi je parle, c'est Mort à Venise, dans lequel il joue... Bon, on va pas aller dans cette zone-là. Il y en a qui disent que ce n'est pas un pédophile, que c'est un esthète qui a trouvé le pinacle de la beauté dans le corps d'un petit garçon et qu'il ne le désire pas sexuellement, une espèce de Michael Jackson, quoi. Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a une dimension pédophilique forte et puissante à son personnage, mais jamais le personnage qui joue dans le film-là, on ne le juge. Jamais on ne le hait. En fait, il nous touche profondément dans cette espèce de quête d'absolu qu'il a vers la beauté. Donc, Dirk Bogarde était, à mon avis, Night Porter, c'est probablement, c'est ça son plus grand rôle, et il le dit après ce film-là, qu'il était tellement épuisé, moralement et spirituellement, qu'il ne jouerait probablement plus au cinéma. Heureusement, il le fait, mais il n'a jamais plus joué de rôle de cette densité-là. Non, c'est vraiment un rôle comme ça on avait l'exemple de Charlotte Rampling, ça l'a suivi pour toute sa vie, là. Charlotte Rampling aussi, ouais. C'est impensable de jouer un rôle comme ça. Impensable à un point que vous allez voir, chers auditeurs, avec le temps, on va probablement refléter durant l'analyse et la discussion du film, on va refléter énormément des clichés, des scènes ou des moments qui sont devenus clichés dans le cinéma maintenant, mais qui ont été faits d'une façon extrêmement virulente, extrêmement lourde. Je pense énormément à des choses comme The Pianist. En fait, puis pour vous fixer une fois pour toutes sur peut-être le plus gros cliché, si on peut appeler ça comme ça, le plus gros archétype, pour être un peu moins péjoratif, que Night Porter a créé, c'est le vidéoclip de Madonna, Justify My Love. Oui. Ce vidéo-là est un hommage. D'ailleurs, Dirk Bogarde devait y jouer, mais il a strictement refusé de reprendre le rôle de Night Porter dans le vidéo. Mais quand on regarde les rapports sadomasochistes, l'espèce de jeu de rôle qui est installé dans ce vidéo-là, c'est une extrapolation de ce qui se passe dans Night Porter. Quoique, c'est impossible d'aller aussi loin que ce que Night Porter a fait. Allons pour l'histoire, en fait, pour vous contextualiser un peu plus. The Night Porter est un film qui se passe, et tu vas pouvoir me reprendre, en 47. En 57. 57. À Vienne. On a un
portier de nuit, joué par Dick Bogart. Un homme tout à fait simple du nom de Max, un homme froid, taciturne, qui travaille comme portier de nuit dans un hôtel. Un hôtel chic et riche à Vienne, qui, durant un soir, doit accueillir un maître d'orchestre qui vient avec sa femme, sa muse, disons. Les regards se croisent. Se sont-ils connus? Peut-être l'année dernière à Marienbad. Fuck that shit. Non. Pas pire. Non, ils se sont pas connus là. Et ça, c'est bien pire. Exactement. Ces deux individus-là se sont connus dans un camp de concentration. En entre 39 et 45, on imagine que c'est un peu plus vers 43. C'est vers la fin. Oui. Max est un tortionnaire extrêmement inventif, extrêmement pervers. Un SS, en fait. Il a participé en étant l'élite, en faisant partie d'un groupe d'élite du Troisième Reich. Étrange, d'autant plus que même par rapport à ses compatriotes SS, il est excentrique. Il voit Lucia dans un camp de concentration au moment où elle rentre pour se faire gazer. En fait, on filme, c'est une scène qui est encore énormément perturbante où les corps sont nus, flambant nus, en ligne. Et on a des officiers avec des caméras qui, en fait, on sait qu'il y avait des expériences scientifiques on utilisait ces camps-là, on utilisait les Juifs dans les camps de concentration pour des expériences scientifiques. La plupart étaient perpétrés d'ailleurs par Max, c'est expliqué dans le film. Max a fait des expériences absolument inutiles. Un peu, je pense que Max fait peut-être un peu référence au docteur Mengele. Probablement, oui. Mais en fait, on a une finition très claire par rapport à Mengele. On n'a pas une finition très claire. Ça reste ambigu. Max observe Lucia. Exactement. La trouve belle. Dans toute sa rachidité elle est squelettique, elle a une beauté cadavérique, une beauté fantomatique dans ce film-là, Charlotte Rampling. C'est un peu effrayant de pouvoir voir une beauté dans une femme qui a été sous-alimentée pour probablement le dernier 3, 4, 5 ans. Faut dire aussi que cette dimension-là n'est pas mentionnée clairement dans le film, mais techniquement, quand elle rentre au camp de concentration, le personnage de Charlotte Rampling, Lucia, a probablement 14 ans. Oh. C'est encore plus terrible, cette personne. Jean-Michel n'était pas certain, et là, ça vient de foutre une claque parce que le film est encore pire dans cette dimension-là. Quoi qu'il en soit. OK. Max décide de faire de cette jeune fille-là sa victime personnelle. Il en profite, il la viole, il la manipule, il la met dans des mises en scène hautement élaborées de souffrance et de torture. Et au début, on pourrait dire que évidemment, elle n'y prend pas goût. Non, elle est victime. On va dire que c'est peut-être les premières étapes d'un syndrome de Stockholm, mais Lucia comprend que pour survivre, se prêter à ces jeux sexuels-là de plus en plus élaborés, c'est une nécessité morale. C'est une nécessité de survie, en fait. C'est vraiment... Et finalement, elle finit, Eros et Thanatos intimement liés, particulièrement dans ce cas-là, elle finit par y prendre goût. Stockholm s'accomplit, c'est ça. Exactement. Quand Lucia arrive dans la chambre d'hôtel, dans le lobby de l'hôtel quelques années plus tard, elle voit Max. Qu'est-ce que Max pense? Ma foi, elle va me dénoncer. Elle va me dénoncer, ben oui. Et Max fait partie d'un espèce de petit groupe, un petit conglomérat d'importants dignitaires SS qui s'occupe d'éliminer systématiquement les potentiels témoins qui ont survécu. Mais Max ne veut pas ça. Lucia ne veut pas ça. Ce que Max et Lucia veulent intérieurement et devront développer graduellement dans le film, c'est répéter les jeux de rôle et les mises en situation qu'ils ont fait dans le camp de concentration au cœur du quotidien. Ça résume en quelque part un peu le film, mais évidemment, le sujet du film n'est pas purement et simplement que le SNM et une relation d'amour malsaine. Ce qui est de très compliqué, outre les sous-textes de BDSM et de jeux de rôle, ce qui est important, c'est que la relation amoureuse, elle est véritable. Et c'est ce qui rend le film extrêmement inconfortable pour bien des personnes, mais en même temps, pour moi, c'est un des films que j'aime beaucoup. C'est ce qui fait que je trouve ce film-là extrêmement beau. Il donne une définition de l'amour qui est extrême, soit, qui est argumentable, soit, mais qui est très forte et qui est très peu vue à l'écran, qui est très rarement vue à l'écran. Je vous jure, ce film-là vous fait sembler un dernier tango à Paris comme une petite promenade dans un parc, là. C'est pas Marlon Brando et sa motte de beurre qui redéfinit le rapport malsain au cinéma. Je pense que Dirk Bogarde et Charlotte Rampling l'ont incarné mieux que
ma foi, n'importe qui. Oui, c'est le couple maudit du cinéma, en fait. Ils ont déjà joué ensemble, comme on le disait tantôt dans le film de Visconti, The Damned. Y a... D'un autre côté, Charlotte Rampling, excuse-moi de t'interrompre, Jean-Michel, mais Charlotte Rampling, elle s'est spécialisée beaucoup à travers sa carrière dans les rôles où elle joue des amantes froides, des amantes glaciales et déviantes qui ont des relations sexuelles déviantes. Je veux dire, là, elle a eu 2 relations avec des Max inoubliables dans l'histoire du cinéma. Il y a eu le Max joué par Dirk Bogarde dans ce film, oui. Mais elle joue aussi dans ce que je me plais à appeler intérieurement Madame Bovary baise King Kong Jr. Ouais. Le film de Nagisa Oshima qui s'appelle Max mon amour, un film extrêmement étrange où Charlotte Rampling tombe en amour avec un chimpanzé et fait l'amour avec lui et doit apprendre à sa famille à accepter ce rapport-là et décide de faire aménager, en fait c'est le mari qui décide ça pour essayer de comprendre tout, décide de faire aménager le singe dans la maison, n'est-ce pas? Film fascinant. Elle a baisé donc plus ou moins éloquemment dans les 2 cas avec 2 Max, un singe et un nazi. Un singe et un nazi, c'est King fascinant. Kong Jr. et Madame Bovary. Joe Black. On a... En fait, c'est à quel point est-ce que ce film-là est complexe dans ses rapports que moi, en l'ayant écouté une seule fois, j'ai eu à synthétiser énormément de choses. Il y a... Bon, évidemment, ça va être un point prépondérant de notre émission, à quel point elle est complexe et bien ficelée, cette relation-là, remplie d'indices par rapport à plein de choses. Et c'est là où viendront les comparaisons dans l'amour de l'art, en référence à The Pianist. Mm-hmm. Mais là, on a quelque chose qui est entièrement différent. On a une compréhension du jeu de l'amour, une compréhension de la torture qui est une relation amoureuse. Et on a aussi une émergence d'une conscience chez un homme. Chose qui est très souvent présente dans les grands films. Mm-hmm. Un film qui est capable d'amener un personnage à un niveau de conscience, à un niveau de compréhension, à un niveau d'appréciation de quelque chose qui est plus grand que lui-même. Parce que même avec le rapport malsain qu'il a avec Lucia, comme tu le disais tantôt, je suis d'accord avec le niveau de conscience que le personnage développe, c'est l'amour, le désir ardent qui émerge de cette relation-là, qui fait que la conscience de Max s'éveille en même temps. Il a des émotions qu'il n'est pas habitué d'avoir. Comme il le dit, aux dignitaires nazis qui forment une espèce de petit groupe qui s'est complètement réinventé, qui ont des fonctions dans une société importante, ils sont cachés, ils s'arrangent pour rester cachés. Oui. Comme il le dit à ces gens-là à un moment donné, ben pourquoi vous pensez que moi je veux être un rat, je veux me cacher, je veux pas de fonction et que je travaille la nuit? C'est parce que je peux pas supporter la lumière. Mm-hmm. Personnage dans son rapport vampirique, il dit, je suis absolument incapable de supporter de me voir et d'exister sous les rayons du soleil. C'est pour ça que je fais ça la nuit. Je me dégoûte. Et vous devriez vous tous vous dégoûter en quelque part si vous y mettiez. Les personnages sont outrés. Non, on s'est battu pour une cause sociale. Ce que l'on fait, Max, c'est important. Et à ce moment-là, Max fait simplement, en plein milieu de la conversation, un Sieg Heil. Ouais. Mm-hmm. Tout le monde fait un Sieg Heil spontanément et le point de Max, à partir de ce moment-là, est prouvé pour lui-même et pour l'auditeur. Les nazis sont rien d'autre que des chiens pavloviens. Oui, c'est ça. Ils sont programmés et nous sommes tous programmés à une quantité de choses, y compris le rapport amoureux. La fonction, la définition que nous avons du rapport amoureux nous vient d'une programmation vieille comme le monde qui est reliée strictement à la copulation puis à la reproduction. Et Max le sait. C'est pour ça que la nature malsaine de leur relation, à quelque part, les relations sont quand même véritables. Elle a une véritable beauté parce que Max le sait. Max est prêt à être le bourreau, mais à devenir à son tour la victime, de même que Lucia. Non, je suis amplement d'accord avec toi. C'est suivre dans ces dimensions-là et dans ces... disons, dans ces raccoins, dans ces creux et ces fentes et ces craques. Ah oui, on va dans l'abysse de la relation homme-femme. On va dans l'abysse de la relation humaine. Mais on se rend compte qu'il y a des beautés, excusez la poésie cheap, là, mais il y a des espèces de beautés bioluminescentes, comme des espèces de poissons qui vivent dans l'abysse. On les trouve laides, ces créatures-là, parce qu'elles sont décharnées. On voit leur squelette, on voit l'intérieur. Elles sont un peu inquiétantes et Lovecraftiennes, ces créatures-là. Mais elles ont aussi une beauté, ces formes de vie-là que l'on ne voit jamais. Ben, je trouve que l'amour, le désir qu'il y a entre Lucia et Max est de cette trempe-là. Elle est laide de sans bon sens, cette relation-là, mais en quelque part, c'est le diamant dans la merde. C'est ça, moi, je trouve le film beau dans sa laideur. Exactement. Je suis encore en train d'essayer de
entourer mon esprit autour pour pouvoir mieux l'intérioriser, mais il y a et c'est vraiment important que vous compreniez à quel point, parce qu'on définitivement, on va en parler pendant 1 heure, mais il n'y a pas assez en 1 heure pour vous décrire à quel point est-ce que ce balancement, parce que c'est même pas un débalancement, c'est un débalancement social d'avoir quelque chose de laid et avoir l'amour ensemble, mais c'est parfaitement balancé dans le film. Que oui, on se retrouve avec des scènes d'une tendresse et d'une passion, et on voit tranquillement se défaire les carapaces de les constructions sociales autour de ce couple-là. On voit qu'il y a une transcendance du désir à un point de évidemment, l'androgynie socratique, l'espèce de union de 2 gens en un, que même on voit, c'est incroyable comment la sensualité et la sexualité, bon, c'est une femme qui l'a réalisé, donc c'est complètement une autre approche. C'est une approche qui n'est pas du tout pornographique. Et c'est une approche qui est pourtant excessivement violente. Oui, mais c'est une violence féminine, en fait. C'est comment la femme est capable de percevoir cette violence, ce viol, cette agression dans une relation. Victime qu'elle est, Lucia, elle est, on dit souvent ça à propos des rapports sadomasochistes, hein, on dit toujours que celui qui a le contrôle, on dit, n'est-ce pas? J'ai cette impression fondamentale d'entendre souvent ce point de vue-là, que la victime dans un rapport sadomasochiste a le contrôle unilatéral de tout. C'est elle qui contrôle l'inventivité et le rapport de punition qu'occasionne le maître. Et c'est ce que Lucia, en victime totale de l'Holocauste qu'elle est, fait. Évidemment, là, on peut tomber dans le piège de penser qu'il y a une lecture à faire avec l'Holocauste, qu'il y a une lecture à faire entre les rapports qu'ont eu les nazis avec les Juifs et la façon avec laquelle les Juifs ont répondu à ce rapport-là. Il y a plusieurs personnes qui ont fait leur rapport aussi entre comment les Juifs réagissent maintenant et comment on pourrait associer ça, faire une lecture à second degré. Faites-la si ça vous tente. Lilia Cavagny a dit la même chose, mais n'allez pas condamner un film qui n'utilise l'Holocauste que comme contexte. Exactement. C'est en quelque sorte l'avertissement qu'on a fait au début, c'était pour des analyses comme celle-là. La victime volontaire qui est représentée ici dans Lucia est une analyse possible. C'est pas une analyse que je choisis personnellement. Non, je pense que Lilia Cavagny avait aucun intérêt à faire ça. Pour elle, ce qui est important, c'est que le diamant de l'histoire d'amour et de désir qu'elle a développé, qu'elle a inventé, soit tellement reluisant qu'on le voit même dans une montagne de merde. Exactement. Et quelle meilleure montagne de merde que l'Holocauste dans ces circonstances-là. C'est d'autant plus captivant et beau à mon humble avis. On a aussi, en fait, c'est plus des détails frappants que si on est réceptif à des détails comme ça, c'est très intéressant, mais les emprisonnements sont toujours volontaires. Lucia semble encore... En fait, Lucia blesse physiquement plus Max que Max blesse Lucia physiquement. Oui. Et Lucia est très souvent... enfourchée par-dessus Max. C'est elle qui porte la relation sexuelle. N'oublions pas que l'image phare du film, celle qu'on retrouvait sur le poster à l'origine, celle qu'on retrouve sur le DVD, est chargée de sens juive qu'elle est, Lucia, sur la pochette du film. Vous pouvez voir Charlotte Rampling flambant nue avec des bretelles, une casquette de nazi, des gants de nylon et le bas de son costume, ce sont des pantalons de SS. Dans cette scène-là où elle est habillée comme ça, elle chante un morceau elle chante une chanson allemande. Mes notions d'allemand sont très très faméliques, mais je sais que ça veut à peu près dire la chanson qu'elle est en train de chanter en allemand, dont il n'y a pas de traduction dans le film. Si tu savais à quel point je te veux. Alors, flambant nue, Charlotte Rampling danse et chante devant des officiers SS. Cette chanson de séduction, mais elle le fait comme Marlene Dietrich, elle le fait comme une séductrice un peu chatte, un peu vamp, et c'est ce qui va lui permettre de sauver la vie et de se sauver la vie en quelque part, mais elle le fait avec plaisir et séduction. Et à l'issue de cette danse-là, Max lui offre une boîte et dans la boîte, il y a la tête coupée d'un des nazis qui la harcelait depuis qu'elle était dans le camp de concentration. C'est la seule chose que Max, du haut de
de son comment je pourrais dire du haut protectionnisme. Oui, mais disons. du haut de son incapacité à pouvoir exprimer la beauté et l'émotion différemment. Je te fais le cadeau. On a tranché la tête du SS qui te faisait chier. On l'a mis dans une boîte et je te l'offre en cadeau. Évidemment, ça fait référence au mythe de Salomé Qu'on discute dans le film lui-même. Donc c'est dans le film ça fait office de sacrilège sans bon sens qu'une juive habillée en Asie reçoive comme une Salomé reçoive la tête d'un SS coupé. C'est comme le dit Max, notre relation d'amour n'est pas romantique. Il dit ça à une baronne qui fait partie des dignitaires nazis. Elle lui dit, oh mon Dieu, quelle histoire romantique, tu veux sauver la vie de cette jeune femme juive, mais c'est donc ben beau. Il dit, non, c'est pas romantique, c'est biblique. C'est ça, tout ceci est une histoire biblique. C'est une histoire biblique. L'amour qui les lie, en quelque part, le désir qui les lie, se passe de jugement, totalement. Comme il le dit, quelqu'un dit à Max, t'es complètement fou. Même quand t'étais nazi, t'es fou. T'es encore plus fou maintenant de vouloir te cacher et d'avoir des problèmes de conscience. Saint d'esprit, pas saint d'esprit, qui peut le dire? Je sais pas, moi. Vous le savez pas. On s'en fout, on s'en contrefout. Ça rajoute, en fait, vous voyez, des scènes comme ça sont extrêmement provocatrices quand on les voit, quand on est témoin la première fois. Mais il y a, comme tu l'as si éloquemment dit, Francis, il y a ce diamant dans la merde. Mm-hmm. On est continuellement retourné à ça. La scène du cabaret, elle est malsaine. On a une juive déguisée en nazi qui fait un spectacle. Hyper lubrique en plus. Faut comprendre qu'elle est comme une survivante d'Auschwitz. On voit les côtes. Ah oui. Ses seins sont réduits à presque rien. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Elle descend en dessous des yeux. Mais cette danse de mort et de séduction qu'elle fait pour pouvoir survivre avec les SS assis un peu partout en train de la regarder, ça a quelque chose d'excessivement sexuel. Comme je le disais tantôt, le rapport entre Eros et Thanatos dans ce film-là, il tient de façon très très serrée. L'étanchéité de ce rapport-là, elle est totale. Ils sont indissociables dans le film. C'est une scène choquante. Il y en aura beaucoup des scènes choquantes dans ce film-là. C'est de la débauche, c'est un retour. Vous voyez là, il y a les clins d'œil à la Bible, il y a les clins d'œil à la romantique, il y a tout ça là-dedans. Clin d'œil à l'opéra. Oui. En fait, le film, c'est pas pour rien que Lucia, tu l'as probablement remarqué autant que moi, Jean-Michel, Lucia s'est mariée avec un maître d'orchestre. Ben c'est pas pour rien. Je veux dire, elle recherche encore dans le film cette dimension-là de contrôle d'un homme qui est devant et qui donne des ordres. Elle le cherche de façon métaphorique parce que Max, ça c'est un rapport que je me suis fait, ça doit faire au moins 20 fois que je vois ce film-là. Ça dit un peu que genre d'individu je suis, j'imagine. Mais dans un cas comme dans l'autre, j'ai écouté ce film-là vraiment beaucoup, comme je disais peut-être une vingtaine de fois, puis c'est la première fois que je remarque quelque chose. Je remarque que dans le rapport sadomasochiste, le rapport sexuel que Max occupe avec Lucia, il a une fonction qui ressemble étrangement à celle d'un metteur en scène, d'un réalisateur. La dimension comme quoi, si tu me permets, je vais essayer de verbaliser ça de façon très précise, mais plus qu'un film qui est c'est plus simplement que si le film était rien d'autre qu'un film qui parle des constituantes ambiguës qu'il y a dans les relations S&M. Le film, c'est une mise en abîme extrêmement vicieuse sur la théâtralité des relations amoureuses, sur la dramatisation que les femmes et les hommes entretiennent dans leurs désirs et leurs relations. Comme quoi, il y a souvent un metteur en scène, quelqu'un qui va créer la situation et quelqu'un qui jouera et suivra les situations. Et que ces situations-là, évidemment, sont interchangeables. Ouais. C'est comme s'il y avait une déclaration à propos de comment l'art, en quelque part, le cinéma se fait. Le réalisateur a le contrôle de tout, mais il est complètement au service de la séduction et de la torture que lui fait subir son esclave, l'acteur. Donc le film devient évidemment une mise en abîme qui est vraiment multidimensionnelle, mais on se rend compte que le point de vue de Lilia Cavani, c'est que les relations amoureuses sont comme ça. C'est pas pour rien que récemment au cinéma, elle a décidé de réaliser Ripley's Game, ce qui se veut le troisième roman autour du personnage de The Talented Mr. Ripley, avec John Malkovich. Moi, je trouve que c'est la meilleure interprétation de ce personnage-là au cinéma. Pour moi, John Malkovich va rester Ripley à partir de maintenant. Tom Ripley. Mais c'est exactement ce qui se passe aussi dans ce film-là. On se rend compte que c'est une fixation de Lilia Cavani. Thomas Ripley décide de manipuler un cancéreux en phase terminale pour le convaincre, pour que sa famille puisse bien vivre après sa mort, d'assassiner quelqu'un. Oui. Et il fait office de metteur en scène cruel et manipulateur, mais en même temps amouraché de son comédien principal. Même chose dans Night Porter. On se rend compte. Lilia Cavani, je pense que quand elle réalise un film,
je me permets un jugement. Oui. Je pense qu'elle prend son pied comme maîtresse. Mais que c'est complètement, en même temps, au service de ses comédiens. Oui, parce qu'en fait, c'est une règle absolue. Le réalisateur peut être excellent, mais si le comédien n'a pas son cœur dans l'œuvre, on peut pas aller plus loin que ça, là. Et Dieu se sait que Charlotte Rampling et Dirk Bogarde n'ont pas lésiné. Ils ont tout donné dans ce film-là, les deux. C'est très malsain. C'est aussi transposable à une relation de couple. Autant une relation amoureuse, autant qu'il y aura toujours une personne qui mène. Si la personne qui suit ne suit pas avec tout son cœur, il n'y aura pas vraiment d'échange. Il n'y aura pas vraiment de... C'est comme s'il y avait un langage secret, une dialectique profonde de l'esprit et du cœur qui échappe à tout le monde, mais dont Max et Lucia sont très conscients. Ils savent appliquer cette dialectique-là, ils la comprennent. Je pense que Max et Lucia, en tant que survivants de l'Holocauste pour Lucia, et en tant que tortionnaire détruit par la honte qu'est Max, je pense que les deux ont complètement abandonné à propos de leurs semblables. Ils ont une opinion très arrêtée de ce que vaut la nature humaine. Et donc, selon eux, ils ne sont pas jugeables dans leur relation. Non, en fait, d'abord et avant tout, parce que tout ce qu'il y a autour d'eux dans le film est absent ou pourri. La société telle qu'elle est démontrée dedans, c'est pratiquement seulement l'hôtel, donc qui est la richesse, la bourgeoisie. Dans lequel tous les personnages sont déchus. Baronne allemande, dégoûtante et répugnante qui vit là et qui se fait littéralement torcher par Max. Max s'occupe aussi d'un ancien soldat nazi homosexuel refoulé qui avait comme fantasme unilatéral de danser, de faire de la danse, de faire du ballet et qui a eu un moment de gloire. Le moment de gloire, c'est quand il a dansé nu, déguisé en juif, un ballet devant des soldats nazis. Pour lui, ça a été un moment d'exaltation. Et cet individu pathétique, malade, dans l'occurrence, il doit recevoir des injections. On ne sait pas c'est quoi la maladie qu'il a dans le film. Cet individu a le seul et unique plaisir qu'il a dans sa vie, c'est de recréer des scènes de cette danse-là devant Max. Oui. Max, encore un bon metteur en scène, comme on le parlait tout à l'heure. Max utilise un phare, utilise une grosse lumière et la plombe sur lui. Et cet individu malade et décharné refait le ballet qu'il faisait durant l'Holocauste. Il est de retour dans le spotlight. Il est de retour plein de vie comme il ne le sera plus jamais. Exactement. Donc, le film parle évidemment beaucoup des pulsions sexuelles malsaines que l'on cache intérieurement dans notre passé, qui viennent de notre passé et qui ressurgissent tôt ou tard, souvent sans qu'on puisse contrôler ce désir-là. Mais ce qui est intéressant, exactement comme tu disais à propos de l'hôtel, qui est froid, qui est décadent, ce monde où rien n'est vrai, la seule chose qu'il y a de vrai dans ce film-là, c'est l'impossibilité qu'ils ont de se nier le désir qu'ils ont, même si c'est relié à la violence puis à la mort. Et il n'y a aucune discussion par rapport à ça. Il n'y a aucune ligne où il y a confirmation, où les deux personnages n'ont pas à se confirmer ça entre eux autres. Non, ils le savent instinctivement. C'est ça. Ils veulent retrouver les moments d'exaltation les plus forts qu'ils ont eu dans leur vie, ces deux personnages-là. C'est quand ils étaient au seuil de la mort, en train de se désirer, et ils ne pourront jamais aller plus loin que ça, et ils veulent recréer ça. Quitte à ce que ce soit de la mise en scène, et que ce soit un succès d'année édulcoré, ils veulent le faire. Ils vont le faire jusqu'à la fin. On va à la musique? Ah oui, définitivement, parce que là, on va brailler. Là. Ça va très bien parce que depuis quelques semaines, on focalisait sur un cinéma qui était un peu testostéroné, un peu masculin. On parlait de western spaghetti, on a parlé d'un film indien avec de la camaraderie, un film de Bollywood avec la camaraderie masculine. Il était temps d'aller dans un monde un peu plus féminin. Nous sommes de retour. Donc, pour recontextualiser tout le monde, on est en train de parler du film de Lilia Cavani, un film qui date de... Rappelle-moi, 1974, avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampling, où une survivante de l'Holocauste retrouve son tortionnaire nazi dans un hôtel à Vienne plusieurs années plus tard, et au lieu de le dénoncer et au lieu de la faire tuer, il décide de recréer les mises en scène psychosexuelles élaborées qu'il vivait dans le camp de concentration, dans une histoire d'amour pas banale et assez inoubliable sur fond d'opéra allemand. N'est-ce pas? Ça va bien, ça sent la déviance à l'os, mais justement, l'os ici est bien poli, n'est-ce pas? En fait, on
a eu une très belle aparté avant de commencer l'émission. Dans certains clubs vidéo, on situe Night Porter exactement entre Salo, les 120 jours de Sodome et Ilsa, la Louve Pasolini DSS. et Ilsa, la Louve DSS. C'est fascinant que tu dises ça, Jean-Michel, c'est exactement la zone où je m'en allais. Night Porter est considéré par plusieurs personnes comme le film précurseur d'un sous-genre cinématographique qu'on appelle la nazi-sploitation, l'exploitation nazie. Évidemment, quand on dit exploitation nazie, on parle de Elsa, on parle de la tétralogie de Elsa, dont Elsa la Louve DSS, Elsa of the Iron... Elsa la Louve de Sibérie, n'est-ce pas, avec Diane Thorne, dans lequel elle joue une tortionnaire nazie pulpeuse sans bon sens, qui a beaucoup de plaisir à évidemment tuer et violer des Juifs. Comprenons-nous avec bien. Le baron d'huile. La shake quelque chose Ouais. moi je m'en souviens pas. Faut dire que c'est un blur de souffrance humaine et de gros seins sur une femme blonde, hein, Elsa la Louve DSS. Quoi qu'il en soit. En fait, c'est pas Elsa le titre original. Elsa, c'est la traduction française. Okay. Elle s'appelle Olga ou Helga ou quelque chose comme ça. Helga, je pense, oui, c'est ça. Il me semble que c'est Helga. Bon. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler de nazi-sploitation. Et le problème avec le fait, moi, j'ai pas de problème dans un vidéoclub parce que The Night Porter se situe entre, je trouve ça même génial, là, entre Salo, les 120 jours de Sodome et la Louve DSS, mais ça affuble au film l'épithète d'un film d'exploitation. Alors, la définition même d'un film d'exploitation, j'adore ce type de cinéma-là de toute façon, je suis pas en train d'être péjoratif à l'égard de ce cinéma-là, mais le cinéma d'exploitation utilise justement le thème du nazisme pour parler de donner une dimension sexuelle, une dimension horrifique au film. Ouais, c'est... Alors, dans Night Porter, c'est pas le cas. C'est pas un film d'exploitation où on utilise le nazisme pour créer des thrills. C'est pas non plus un shocker. C'est pas un film qui est là purement et simplement juste pour épater la galerie dans son horreur. C'est un contexte. La période de l'Holocauste et les nazis et les Juifs ne sont qu'un contexte. Exactement. Et le contexte a été choisi très parcimonieusement par Liliana Cavani, comme on le disait un petit peu plus tôt dans l'émission, purement et simplement pour pouvoir scinder, pour pouvoir déposer un espèce de petit diamant, une espèce de joyau dans un tas de merde. Exactement. C'est un peu, pour les personnes qui auraient vu Scared Sacred, c'est un rappel, moi je trouve que Scared Sacred, dans son projet, est à peu près la même chose. C'est d'aller chercher la possibilité de quelque chose de beau dans une des plus abjectes horreurs de l'humanité. Exactement. On va et on fait, bon, il y a des horreurs innombrables qui ont été mis en scène, et je dis pas mis en scène pour rien. Durant ce temps-là, maintenant, allons regarder s'il est possible de véritablement sortir une perle. Et la perle est d'autant plus belle lorsqu'on la sort de ce contexte-là. L'amour dans ce film-là est incontenable. Il est malsain, il est autodestructeur, il est violent, mais il est incontestablement d'un désir incontrôlable. Il est plus fort que je ne l'ai vu c'est très rare de voir quelque chose qu'il y a une émergence d'une beauté amoureuse comme ça dans le film. Tu sais, quand je parlais plus tôt, dans la première partie de l'émission, Jean-Michel, du fait que dans cette relation-là, il y a une mention, c'est le point de vue de Lilia Cavani, de mise en scène. Le film essaie de nous expliquer qu'une relation amoureuse, c'est une création. Oui. Une création, d'ailleurs, qui est faite de toutes pièces. Hein. Le point de vue de Lilia Cavani, il tient à une explication simple. Il n'y a pas d'amour. Il y a que la reproduction, il y a que le besoin pavlovien de faire survivre l'espèce. Même le nazisme, selon Lilia Cavani, est une réaction pavlovienne. Oui. Quand les personnages font des Sieg Heil et des Heil Hitler dans le film, ce sont des chiens. On fait ça à la petite cloche et ils lèvent la main. That's it. Les personnages principaux, de même que la réalisatrice, c'est le message qui est passé aux spectateurs, savent ça. Ils le savent bel et bien que c'est une illusion. Que la relation amoureuse. Mais c'est une illusion qui est une création qui est proche de l'art. Oui. Et cette création-là, s'entretenir, ça doit se développer. Il y a un rapport de mise en scène, destruction, création, encore Eros et Thanatos ici, qui fait que la relation amoureuse continue d'exister, même si elle est aussi malsaine et destructrice, pardonnez-moi, que celle que l'on trouve dans Night Porter. Parce que, somme toute, mentionnons un peu les horreurs que l'on voit dans ce film-là, juste pour le plaisir de l'énumération. Max a le plaisir quand on rappelle aux auditeurs qu'elle a 14 ans, qu'elle est dans le camp de concentration, il a le plaisir de la déshabiller dans les toilettes et de tirer un peu partout autour d'elle pour qu'elle court les pieds nus sur un sol où il y a plein de vitres cassées. Donc évidemment, elle doit courir dans les vitres cassées et se blesser les pieds. Chose qu'elle lui redonnera. Quand ils se retrouveront, à un moment donné,
il va cogner contre la porte pour que Lucia le laisse rentrer, avoir le plaisir de casser une bouteille de parfum. Fabuleux symbole, ça d'ailleurs, qui résume bien le film. Le verre pilé dans une belle odeur, l'idée d'une bouteille de parfum, quelque chose d'élégant, quelque chose de superbe, mais qui cache le verre dans la pomme, la lame de rasoir dans le bonbon d'Halloween. Et on retrouve ce retour de ce motif-là dans un contexte où le mari ou l'amant, je ne suis pas clair, je suis pas certain vraiment de la nature de la relation qu'elle a avec Mario. Oui. Mais lorsque Mario disparaît, on a le retour de cette cellule, la cellule qui est la chambre d'hôtel où lesquelles les deux habitent. Et il l'enchaîne. Mais elle veut se faire enchaîner. Elle veut se faire enchaîner, mais la bouteille de parfum, maintenant, c'est elle qui le force à marcher dans la vitre. Et il est content. Exactement. Elle sourit au moment où on casse la bouteille de parfum par terre. Et quand lui, il ouvre la porte, il est pieds nus, il pile là-dessus. Évidemment, les morceaux de verre sont entrés profondément dans son pied. Il saigne sans bon sens, mais il sourit parce qu'il apprécie le retour de situation que lui envoie Lucia. Et Lucia sourit. À partir de ce moment-là, ils se couchent l'un sur l'autre et ils se mettent à faire quelque chose qui ressemble à se battre, se foutre des claques, mais en même temps à se lécher et se mordre. En fait, il y a un détail aussi qui est très intéressant. C'est une fois Max a pris conscience qu'il y a un retour de la pendule par rapport à cette torture à la vitre, Lucia décide de délicatement lui enlever les pièces de verre de sous les pieds. Et c'est un geste hautement érotique à ce moment-là. C'est superbe. Symboliquement, Freud aurait un bain à la mouche pendant une scène comme ça. Il serait... Mais Freud, Jung et une couple de centaines d'autres définitivement ont pris leurs pieds à regarder ce film-là. C'était fait pour eux d'ailleurs. Et lorsqu'elle enlève les pièces, c'est la pénétration, la perforation, l'homme qui... On peut en lire plein d'affaires. Je vous laisse le plaisir de le faire. Mais lorsqu'elle enlève les pièces avec ses mains, Max lui écrase la main dans les vitres. Et elle sourit encore. Exactement. Et ça réverbère, parce qu'évidemment, c'est une des notions qui est importante dans le film, la notion de la mémoire et comment la mémoire est encore, la mémoire quand elle est vive, quand elle a été éraflée, telle que pour les survivants de l'Holocauste. Oui. Ça ne part pas. Ce n'est pas le passé, c'est le présent. C'est quelque chose qui nous suit, c'est une plaie qui ferme pas. Le film est une plaie qui fermera pas. C'est très beau, ça. Les personnages ne s'en remettront jamais et ils sont corrects par rapport à ça. Ils n'ont aucun problème avec ça. Ils savent qu'ils n'ont rien d'autre qui les attend dans la vie que la souffrance et que ce soit mêlé de désir en quelque part. Comme tu dis, elle écrase sa main contre la vitre. C'est particulier ça parce que en plus c'est un symbole qui est très juif. L'idée de casser le verre dans le morceau de tissu après le mariage. Oui. C'est comme s'il y a un pacte, un mariage sadomasochiste qui vient d'être scellé dans le film entre le juif et la juive et la nazie. Un symbolique, définitivement, mais aussi il y a une mixture du sang. Oui, parce qu'il y a un mélange du sang, il y a une Eucharistie, il y a une communion entre les amoureux. D'ailleurs, Max a déjà fait, comme je le disais tantôt, il se plaisait à tirer, à faire danser un peu. C'est drôle parce que plus tard, c'est comme ça qu'elle va sauver sa vie en dansant nue. Elle aura dansé nue 2 fois. La première fois, ça a failli lui coûter la vie. La deuxième fois, ça l'a sauvée. Il tire un peu partout autour d'elle, évidemment en tirant contre la vitre qui est à l'intérieur de la salle de bain, dans les miroirs. Elle pile là-dessus et ça lui coupe les pieds. Et il érafle son bras aussi avec une balle. Elle n'en meurt pas. Et quelques scènes plus tard, on voit qu'il a léché la plaie pour pouvoir la guérir. Ouais. Donc là aussi, on a un retour de situation quand il se retrouve et que elle lui retire doucement les morceaux de verre qui est dans son pied. C'est un peu ça. C'est je t'ai fait la plaie, mais je vais tout de suite la guérir. Ouais. C'est encore on voit beaucoup ça dans les relations de sadomasochisme. C'est autant qu'il y a de la douleur, autant qu'il y a du plaisir, il y a aussi un lien de confiance extrêmement fort, extrêmement présent, que ces deux-là ne se laisseront pas user. Ça tourne beaucoup aussi ce rapport-là. Si on peut utiliser quelque chose un geste sexuel physique pour expliquer leur relation, ce serait définitivement l'amour oral, particulièrement la fellation. Et il y a des fellations dans le film véritable, mais il y a des fellations qui sont aussi fantasmées et symboliques. En ce sens que l'homme sort son phallus, sort l'outil de l'agression, si on peut dire ça, le sacro-saint phallus qui punit, et la dame, évidemment, le prend dans sa bouche techniquement comme une victime, mais en même temps, elle est maîtresse complète de la situation. Oui. Tout peut arriver. C'est elle qui va donner le plaisir à son rythme, mais c'est aussi elle qui peut littéralement mordre et arracher, castrer exactement le sexe de l'homme. Toute la relation est jouée comme cette fellation-là. Il est question tout le temps d'orifice qui est fait
par la violence physique dans la chair de l'autre, mais en même temps de trou qui est fait dans l'esprit et dans le cœur de l'autre et dans lequel on va justement se déjecter, dans lequel on va littéralement éjaculer. Le nombre de fois que Max va littéralement éjaculer son fiel à l'intérieur de la conscience blessée de Lucia, mais en même temps elle veut cette semence-là en elle. C'est ce qui la, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est ce qui la drive unilatéralement. C'est juste ça qui lui reste. Donc, évidemment, le désir est très fort. Tout ça commence en plus avec un rapport enfantin. Il adore lui mettre des robes de fillette et il l'appelle au début sa petite fille, ce qui laisse suggérer en fait que Max est littéralement en plus un pédophile. L'homosexualité est omniprésente dans le film, de même que dans les films de Visconti. Utile de dire que Lilia Cavani a beaucoup emprunté aux thématiques des 2 films de Visconti, c'est-à-dire Les Damnés, The Damned dont on parlait tout à l'heure, et Mort à Venise, mais elle les a poussés à leur pinacle, à leur paroxysme. Elle leur a donné une touche qui était féminine aussi, une perspective complètement différente. En fait, on a des très bons exemples de ces femmes-là qui ont été capables de reprendre la torture. Pardonnez-moi, je vais éternuer dans pas longtemps. Donc, je permets de reprendre, mais on a... Ça sera pas un éternuement, tu le sais, hein? Ça va avoir le besoin d'évacuer le fiel de ton âme. C'est peut-être ça, oui. Ouais, c'est clair. Mais on a des bons exemples avec des réalisatrices comme Mary Harron, qui travaille sur American Psycho, donc encore on pense beaucoup à beaucoup de comédiennes aussi, comme Isabelle Huppert, qui se sont spécialisées dans ce type de rôle-là, en quelque part, depuis quelques années. Chabrol aussi, malgré que ça soit pas une femme, il y avait quand même les mêmes pulsions. On discutait de ça un peu. J'ai esquissé une ressemblance énorme entre Night Porter et la relation qui existe dans les Catilinaires d'Amélie Nothomb. J'aime bien le lien que tu fais à propos du fait que des gens qui vivent complètement qui ont besoin de vivre de façon cachée une relation totalement en marge de la société et le monde ne les laissera pas vivre ces relations-là. Tant que cette relation-là existera même cachée, les gens vont émerger dans la vie de ces gens-là. Et ils vont jusqu'à se barricader, à calculer leur ration de nourriture pour être absolument sûrs qu'ils ne verront personne d'autre. Pour ceux qui ont lu le roman, c'est comme si toute la société devenait une espèce de Palamède Bernardin, c'est-à-dire un personnage qui est là pour littéralement juste agresser notre couple dans la vie qu'ils essaient de vivre cachée. Mais c'est vrai à un point tel qu'il n'y a rien qui n'est pas dérangeant. Le métier de portier est dérangeant à cette relation de couple. Ces anciennes allégeances à un groupe politique sont une nuisance au couple, même jusqu'à aller que la Deuxième Guerre mondiale au complet est une nuisance au couple. Ouais. Ce couple-là aurait pu vivre correctement et en amour s'il n'avait pas eu cette espèce de conflit social-là. Non, un nazi et une juive ne peuvent pas être en amour. Peut-être qu'on en sortirait aussi cette relation de sadomasochisme-là s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Mais en même temps, c'est le premier tabou, le premier affront qu'il y a dans le film. C'est cette victime juive, femme, qui se fait prendre par le méchant nazi. C'est la première chose qu'il faut constater quand on écoute le film. Et c'est la première chose, je suis convaincu, qui a offusqué et choqué. Non, le film a scandalisé absolument tout le monde. La ligne qui décrit le film, c'est le film le plus choquant de tous les temps. Mais ça, c'est évidemment une tentative d'exploitation pure. Là, c'est tout à fait normal. Ceux qui sont familiers avec le livre Eros et Civilisation, un livre absolument brillant qui essaie de psychanalyser le rapport entre Eros et Thanatos qu'il y a dans notre civilisation au grand complet. C'est une psychanalyse de civilisation. C'est très intéressant de voir le film à travers la lentille de ce livre-là. C'est comme si, dans le film, la relation qui est vécue entre Max et Lucia représente ce que le nazisme, ce que l'Holocauste a fait à la conscience humaine de façon psychosexuelle. Il y a malheureusement dans l'inconscient collectif, c'est pas mon opinion, c'est une analyse basée sur Eros et Civilisation. On dit souvent, si vous me permettez de prendre un exemple, que l'explosion d'Hiroshima a brisé à jamais l'innocence de l'homme. Donc, cette espèce d'adage tout fait, là, tout prédigéré, là, absolument mignon, là. Envers lequel, d'ailleurs, je suis relativement d'accord. Je pense qu'il est possible de dire ça à propos du nazisme. Le nazisme est un viol fait par la civilisation au grand complet, dont l'esprit humain ne se remettra jamais. Il aura toujours honte,
Mais en même temps, il aura toujours une fascination intérieure malsaine et coupable envers la chose. Se nier l'Holocauste, se nier les holocaustes, c'est inutile, évidemment. Le naturel revient au galop. Exactement. Il faut en parler constamment. Il faut le verbaliser constamment, l'Holocauste, parce que justement, cette chose-là va banaliser la chose. Pas la banaliser dans une perspective négative, mais la rendre une expérience humaine, rendre les holocaustes une expérience humaine incontournable et quantifiable. Je disais quantifiable. Ce n'est pas une horreur indicible faite par quelconque forme de force maléfique qui vient de l'au-delà. Ce sont des gestes humains qui sont posés et c'est ça que Night Porter essaie de déterminer. De façon vraiment très très forte à mon avis, même si ça n'essaye pas de se prononcer sur le nazisme, c'est en train de dire non, vous avez aucune idée la force destructrice des pulsions humaines. Oui. Et c'est le fait justement qu'on se les nie constamment qui les rend destructrices encore plus. Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire en intégrant dans ce contexte et cette histoire d'abject, d'indicible, comme tu disais, c'est d'intégrer l'histoire d'amour. En fait, c'est un détail. Moi, je vais me permettre peut-être une dernière petite minute. Après ça, Francis, je te laisserai cloître, car l'expertise est la tienne. Il y a une façon, moi, en étant un junior par rapport à ce film-là, en l'ayant vu qu'une seule fois, mais je crois bien correctement. Tant mieux, te voilà dépucelé et ça a fait mal. Oui, en fait, oui. Moi, je ressens plus rien à ce niveau-là. C'est pour ça que je dois le faire à répétition. On a comme on expliquait, il y a une grande présence de l'art, il y a une grande présence de l'amour dans cette fiente. J'ai aussi l'impression que je voulais utiliser le terme rédemption, mais il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de rédemption pour les personnages. Non. Mais c'est tout ce qu'il y a. Il y aura l'art, la beauté et l'amour. C'est tout ce qu'il y aura. J'aime énormément ce que tu dis. Je trouve ça valable, d'autant plus que c'est vrai. Dans le film, les personnages, leurs souvenirs malsains, mais en même temps les souvenirs qui sont les plus beaux qu'ils ont de désir, de plaisir, même s'ils le savent, qu'ils ne sont que des créatures pavloviennes. Oui. Ils savent, les deux individus. Ils savent très bien qu'ils allaient mourir et qu'il y a eu une déformation, mais ils épousent cette déformation-là. Ils ne sont pas l'intention de guérir parce qu'ils savent qu'ils ne guériront pas. Et ils l'épousent à un point tel que... Ça devient de l'art. C'est ça, ça devient de l'art. Ça devient une construction, ça devient un travail conscient de continuellement être capable d'ajuster le couple, de le mettre dans des contextes, de le mettre dans des contextes de beauté, de le mettre dans des contextes de laideur. Mais on arrive parfaitement à la fin et je voudrais commenter parce qu'il y a l'affiche qui est présente sur le DVD de l'édition Criterion qui est très, très belle. C'est un swastika caché, coupé en deux, devant laquelle le personnage juif de Lucia, flambant nu, habillé en Asie avec un sourire de séduction, elle est à la fois derrière et devant la croix gammée cachée. Et cette symbolique parle par soi-même, elle crie par soi-même, mais il y a une version alternative de cette affiche-là. Je ne sais pas si elle est originale ou c'est un changement qui a été fait, où le personnage de Lucia enlace le swastika. Oh, elle porte. J'avais pas vu ça. Autant qu'elle porte les mains sur le côté du corps, ses bras sont autour du swastika, comme si cette beauté, cet amour, cet art était la seule chose. Et elle les rend si grandioses et si plus grands que nature qu'elle est capable de le contenir. C'est une belle image, Jean-Michel, j'avais pas vu cette image-là. À triple degré parce que évidemment elle enlace un symbole. Elle enlace le symbole qui représente toutes les horreurs et toutes les beautés de sa vie, mais elle enlace, si on veut pousser ça plus loin, un symbole qui ne représente pas initialement ce qu'il représente maintenant. C'est vrai, c'est très vrai. Le swastika n'est pas un symbole qui représente les nazis, c'est un symbole qui est extrêmement vieux, qui est un symbole d'unité et d'égalité. Et de cyclicité aussi. Exactement. Ça représente, le symbole représente justement une cyclicité, une unité dans les contraires. Wow. S'il y a plus à dire. La seule chose que j'aimerais ajouter à propos de The Night Porter, particulièrement qu'on parle de la dimension musicale dans le film, quand il y a quand il y a des opéras, quand il y a de la musique, c'est ce qui va unilatéralement créer, qui va aller pêcher dans l'abysse les souvenirs. Quand le film se passe dans son actualité présente, quand on est dans l'hôtel, le film est relativement simple. Okay. Mais quand on recule en arrière,
on arrive à se demander si les scènes de l'Holocauste, les scènes de torture hautement élaborées, on parle quand même à un moment donné de femmes juives habillées en fillettes dans un manège, une espèce de carrousel qui tourne très vite, et les nazis tirent au hasard sur le carrousel en espérant qu'une des femmes meurent dans le processus. Évidemment, cette notion-là de hasard, cette notion-là de tu meurs peut-être pas. Si tu meurs, tant pis pour toi. Si tu survis, ta survie va être encore meilleure. Quand vous regardez le film, dès que vous le regardez, vous essayerez de noter le fait que toutes les scènes qui se passent dans le passé, elles sont probablement fantasmées. Elles sont probablement vraies, mais elles sont probablement aussi des extrapolations violentes, parce qu'on se rend compte que Lilia Cavani a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'art, beaucoup de beauté dans ces scènes d'horreur-là, et elle détonne complètement avec les scènes qui se passent dans la trame narrative actuelle du film. Okay. C'est selon cette perspective-là que le spectateur doit voir le film. C'est un songe dans l'inconscient qui est fait. C'est un songe, c'est une réflexion pleine de désir et de mort qui est faite à propos de l'Holocauste, qui est fait à propos de la mort, qui est fait à propos du comportement humain, mais qui est fait entre l'indissociabilité des deux. C'est incroyable. C'est un chef-d'œuvre. C'est une réussite en cette dimension-là. Tu me confrontes. C'est incroyable. Il y a une habileté monumentale chez cette réalisatrice-là d'être capable de chaque mouvement, chaque phrase, chaque scène et réceptacle de tout le film, mais est indépendante par elle-même. C'est très, très beau. Je pense que c'est à cause aussi je pense que c'est une femme ce n'est qu'une femme qui pouvait faire ce film-là, en ce sens que les analyses qui sont dedans, on les voit rarement au cinéma. On les voit quelquefois chez des gens comme Bergman, des gens comme Visconti, justement, des gens comme Antonioni, mais ça prenait un regard féminin, en quelque part. Wow. D'ailleurs, si tu me permets, Jean-Michel, je pense qu'on est dans une bonne lancée avant qu'on quitte. J'aimerais beaucoup qu'on fasse l'émission de la semaine prochaine sur Salo, les 120 jours de Sodome de Pasolini. Faut que je réécoute ça. Question de continuer la souffrance et de continuer la ligne narrative que l'on fait dans nos discussions. Oh, OK, ben moi je suis prêt. Si vous, auditeurs, vous êtes prêts. You bet your ass they don't have a choice. Salo, les 120 jours de Sodome de Pier Paolo Pasolini. La semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. On va aller finir avec un autre cabaret. On va aller écouter Émilie Loiseau avec Leaving You. Et la semaine prochaine, les 120 jours.